Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence des grands témoins du 50e anniversaire de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Cher Jean-Gabriel Ganassia, cher Mabrouka, Monsieur le Président de l'École normale supérieure de Lyon, chers collègues, chères étudiantes, chers amis, nous sommes très heureux, cher Jean-Gabriel Ganassia, de vous accueillir ce soir à l'Université Jean Moulin Lyon 3 dans le cadre des conférences des grands témoins organisées dans le cadre des 50 ans de l'Université Jean Moulin. Votre intervention ce soir vient clore une formidable journée d'études consacrée à l'intelligence artificielle organisée avec nos collègues Aurélien Garivier de l'ENS de Lyon et Gilles Bonnet de l'Université Lyon 3 en partenariat avec l'École normale supérieure de Lyon. Cette journée s'inscrit dans le cadre du lancement d'un projet du site de Lyon, qu'on appellera l'Université lyonnaise, qui réunit 15 établissements du site de Lyon-Saint-Étienne et qui ambitionne de former un cluster autour des grands défis de l'intelligence artificielle. Nous sommes donc en 2023, nous fêtons les 50 ans de notre université, mais 2023 est aussi une date importante. J'en veux pour preuve que dans votre ouvrage, Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle, vous évoquez l'auteur de science-fiction, Vernor Vinge, qui a popularisé la notion de singularité technologique dans un ouvrage de 1993. Et dans cet ouvrage, la date de bascule pour cet écrivain est précisément 2023. Alors, 2023, le moment de la bascule, nous n'y sommes pas tout à fait encore. Si tant est que nous n'y rêvions jamais, ce sera peut-être aussi l'objet de notre discussion ce soir. Mais cela n'enlève rien aux grands bouleversements que nous traversons, que nous connaissons et aux grands défis que nous pose cette transformation numérique et l'intelligence artificielle. Nous vivons en effet une époque de grande transition. Alors, il y a quelques jours, Cédric Villani était dans un autre amphithéâtre de cette université pour nous parler de la transition écologique. La transition numérique, voire la transformation numérique, est aussi un des grands enjeux de ce monde. Un enjeu de taille qui mobilise la technique, mais qui mobilise aussi l'éthique que nous voudrons y mettre en termes d'usage. L'enjeu est de savoir quelles règles, quels cadres, quelles limites, s'il doit y en avoir, à cette nouvelle rupture qui chamboule déjà nos vies. Alors nous voulons parler, dans une université comme la nôtre, de droit, de sciences humaines et sociales, de l'humain et du risque qu'il existe, ou pas, avec l'intelligence artificielle, de devenir, dans un enfer pavé de bonnes intentions, des esclaves de notre propre création. Nous voilà Prométhée, sur le point de découvrir une nouvelle fois le feu, espérant ne pas nous brûler les doigts avec ce cadeau dont on ne sait s'il sera empoisonné, ensorcelé, de votre conférence, pour reprendre les mots de Rimbaud qui ont donné le titre à cette conférence. Je crois que le monde universitaire a un rôle à jouer devant les défis posés par l'intelligence artificielle pour déjouer les pièges tendus par la déraison, par la passion, par le positivisme aussi. C'est la raison qui tient la main et la plume de l'enseignant-chercheur, et c'est elle seule qui nous permettra collectivement de penser une humanité numérique acceptable et viable, toujours attachée au sens qu'elle veut donner au progrès, ou plus qu'au progrès lui-même. C'est le sens de la problématique posée ce soir, et je forme le vœu que votre regard, sera de nature à éclaircir le brouillard dans lequel nos esprits sont vite plongés devant des enjeux aussi complexes. La journée d'hier, de ce matin, et de cet après-midi, j'ai pu participer qu'à la journée de ce matin, mais m'a laissé perplexe à bien des égards. Mais je suis qu'un pauvre juriste, donc je ne maîtrise pas tout à fait cette nouvelle langue. Bienvenue à Lyon 3, nous sommes impatients de vous entendre. Je vous souhaite une excellente conférence et de très beaux échanges. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je prends la parole pour faire le lien, pour présenter, évidemment, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, Jean-Gabriel Ganassia.
Mais voilà, j'ai aussi réfléchi un petit peu, nous avons discuté ensemble pour resituer cette conférence aujourd'hui. Alors c'est vrai, on a démarré cette journée par une grande question, quelle IA pour 2030, qui nous a invités à prendre le temps nécessaire d'un jour pour cerner au mieux les enjeux qui se profilent déjà. Que dire de ceux auxquels nous n'avons certainement pas pensé ou dont nous n'avons pas encore mesuré la portée? Nous pourrons nous interroger tout d'abord sur la notion d'intelligence. L'agent intelligent intégré au module de recherche d'informations sur le web il y a 20 ans, on se rappelle voilà, des captations de nos recherches et des propositions qui nous sont faites à travers les recherches. Elle est désormais déployée dans le quotidien par l'attribution de ce qualificatif aux objets banaux tels que, évidemment, les montres, les lunettes, les voitures, et qui portent aussi parfois le qualificatif d'objets connectés. On voit bien que ce foisonnement sémantique. Et aujourd'hui, c'est le sigle IA qui vient frapper l'esprit humain comme une formule puissante et magique pour entrer dans une nouvelle ère présupposée de la modernité. Cette singularité technologique renvoie au dispositif de pouvoir si cher à Foucault. Ainsi, l'intelligence serait-elle indexée à la puissance du calcul et à la très grande masse de données? Alors, il y a des premiers éléments de réponse dans votre ouvrage sur le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle? J'ai quelques petits passages, évidemment je ne vais pas monopoliser la parole, je rassure l'Assemblée. Vous dites rien, donc au plan scientifique, ne justifie les craintes exprimées entre autres par Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates ou Stuart Russell dans leurs déclarations publiques récentes. Sans doute les résultats empiriques évoqués apparaissent-ils significatifs et les performances éblouissantes, mais cela ne veut nullement dire que nous atteignons un point de non-retour au-delà duquel nous devons nous soumettre au pouvoir des machines. Vous continuez, en conclusion, rien dans l'état actuel des technologies d'intelligence artificielle n'autorise à affirmer que les ordinateurs seront bientôt en mesure de se perfectionner indéfiniment sans le concours des hommes jusqu'à s'emballer, nous dépasser et acquérir leur autonomie. Cette puissance évoquée un peu plus haut ne relèverait-elle pas, dès lors du mythe, des imaginaires technologiques de la science-fiction? Nous savons que l'apprentissage machine et le recueil de données rendent possible le profilage, le ciblage, les recommandations, bref, la catégorisation des individus et une médiation technique invisible pour certains d'entre nous. De plus, l'IA vient bousculer aussi les concepts fondamentaux des sciences humaines et sociales, comment les concepts d'amitié déployés dans les réseaux sociaux, de confiance, on parle de blockchain, d'e-santé, il faut faire confiance, et du travail, des souverainetés étatiques, notamment la plateformisation de tout un pan, non pas que de l'économie, mais aussi, on voit bien, les structures de l'État. Ces concepts sont-ils redéfinis au regard de l'expansion d'une communication de plus en plus médiée par les technologies de l'information et communication? Ce n'est peut-être pas tant l'IA en tant que telle qui est une menace sociétale, mais les acteurs puissants du numérique que vous qualifiez de pompiers pyromanes, porteurs d'une charité ensorcelée. Quel est leur ultime objectif? Les systèmes de régulation, les recommandations, les comités éthiques ne semblent pas infléchir leur avancée. Pourquoi? En résumé, au lieu d'opposer l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, ne peut-on pas envisager une forme de cohabitation, de collaboration, bref, de redéfinir les périmètres de l'IA dans un projet social et sociétal au service de l'humain et non pour le contrôle de l'humain? Jean-Gabriel Ganassia, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, va nourrir notre réflexion à travers une conférence qui retrace ses travaux de l'IA pour répondre à ces questionnements. Jean-Gabriel Ganassia, qui a d'abord étudié les mathématiques, la physique pour devenir ingénieur. Il a ensuite obtenu une licence de physique à l'université d'Orsay, un DEA d'acoustique à l'université de Paris 6. Parallèlement, il a étudié aussi la philosophie en obtenant une licence de philosophie à l'université de Paris 1 Sorbonne et l'informatique avec un DEA de l'université de Paris 6. Il a également obtenu une bourse du CNRS pour préparer un doctorat sur les systèmes à base de connaissances appliquées à la géologie. Il est alors professeur assistant à l'université d'Orsay en 1982. Il obtient son doctorat d'ingénierie en 1983 et maître de conférence en 1987, année durant laquelle il soutient sa thèse d'État et accède au professeur à l'université de Paris 6 en 1988. Il a dirigé pendant 12 ans un DEA IARPA, qui est en fait l'équivalent d'un master aujourd'hui, n'est-ce pas? Spécialisé en intelligence artificielle et en reconnaissance des formes. Il est aujourd'hui responsable du master Erasmus Mundus DMKM, c'est-à-dire Data Mining and Knowledge Management, pour l'université Pierre et Marie Curie.
Parallèlement à ça, il a été chef de programme de CNRS de novembre 88 à avril 92. Il a dirigé et coordonné évidemment de nombreux projets de recherche en sciences cognitives et il dirige le groupement d'intérêt scientifique en sciences cognitives de janvier 93 à 2000. Vous êtes actuellement professeur d'informatique à Paris 6, vous dirigez l'équipe ACASA et au sein du laboratoire LIPSIS, laboratoire d'informatique de Paris 6 et membre senior de l'Institut universitaire de France. Alors, je peux dire beaucoup, hein, mais c'est impressionnant. Évidemment, nous sommes tous admirateurs de tout ce parcours très riche. Et vous êtes aussi dans de nombreuses instances de comités d'éthique, dont le comité d'éthique du CNRS. Dans ces publications, le président avait évoqué un des ouvrages, on avait évoqué un autre. Il avait publié différents ouvrages aux éditions du Seuil, dont celui précurseur L'âme machine en 1990, le mythe de la singularité en 2017, qui a connu un réel succès, a reçu un prix Robert Val, mais également Servitude virtuelle, publié en 2022 aux éditions du Seuil également, et qui retrace l'évolution de notre condition humaine, annexée, liée aux évolutions des technologies de l'intelligence artificielle. Il nous propose dans cet ouvrage une rose des vents numérique pour guider nos vies en ligne et hors ligne. Jean-Gabriel Ganassia, merci pour votre présence et je vous donne la parole. Merci de présentation, merci de votre invitation. Je suis très honoré, bien sûr, d'ouvrir, de fermer plutôt de clôturer ce cycle de conférences, 50e anniversaire de la ville de l'université, Jean Moulin à Lyon. Je suis assez ému parce que, pour des raisons très personnelles, j'ai des attaches à Lyon, même si je n'ai jamais vécu à Lyon. Pour vous le dire, mes parents se sont rencontrés à Lyon, donc c'est quand même quelque chose d'important. Je vais, si ce n'est dissiper le brouillard, essayer de vous aider à vous repérer dans ce brouillard. Et c'est pour ça que je vais présenter cette rose des vents numériques qu'a évoqué Mabrouka tout de suite. Avant cela, donc, comme on vous l'a dit, j'ai d'abord fait des travaux formels sur l'intelligence artificielle et j'avais aussi une formation de philosophe, mais a priori, c'était plutôt des réflexions générales ou des réflexions épistémologiques sur la science. Les questions d'éthique ne sont venues qu'après. Quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, on ne parlait pas d'éthique. Commencé à parler d'éthique. Alors, je salue ici mon ancien étudiant, Julien Velsan, maintenant professeur, qui, justement, avec moi, a commencé à travailler sur ces questions d'éthique, mais ça fait 20 ans, c'est à peu près. Donc, je vais peut-être commencer, je ne sais pas si on voit mon... D'accord. Peut-être... Donc le titre donné ici, un tout petit peu étrange, Charité ensorcelée, qui ne vient pas de moi, comme je vous l'ai dit, il vient de Rimbaud. Alors je vais rappeler un peu la citation de Rimbaud. Il se trouve que lorsque j'ai écrit l'ouvrage que vous avez mentionné tout à l'heure, Le mythe de la singularité, j'avais évoqué la charité ensorcelée en pensant aux grands acteurs de l'Internet, aux GAFAM, en montrant que jouer un double jeu, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais mes aventures veulent que les correcteurs voulaient gommer cela. Et il a fallu, parce que je n'avais pas, bien sûr, pris la peine de citer, pour moi, c'était la culture commune. Alors, je vais rappeler quand même la citation. Et donc, d'abord, première chose, l'intelligence artificielle est quelque chose d'ancien. C'est ce que je voudrais rappeler. Alors, je ne ferai pas l'histoire de l'intelligence artificielle, je ne rappellerai pas la définition de l'intelligence artificielle. Vous avez eu toute une journée pour parler sur l'intelligence artificielle. Mais ce que je veux dire, c'est que la toute dernière modernité, ChatGPT, ne doit pas masquer toute cette histoire et tout l'apport de l'intelligence artificielle pendant une durée très longue. La naissance de l'intelligence artificielle, c'est 1956, ça fait 67 ans, et elle est précédée elle-même de la cybernétique, et puis c'est précédé encore de beaucoup de choses. Et on a parlé de 2023 en disant que c'est effectivement une date symbolique, puisque
c'est ce qu'avait annoncé la venue de la singularité chez Vernor Vinge. Mais il faut savoir aussi que 2023, c'est le 400e anniversaire de la naissance de Pascal, qui, quand même, pour nous, informaticiens, a une place particulière, puisqu'il est à l'origine de la première machine à calculer, et il s'est prononcé sur le sujet. Et il dit explicitement, ces machines font des effets qui sont plus proches de la pensée que tout ce que font les animaux, mais elles n'ont pas de volonté comme les animaux. Donc, il faudrait méditer cette citation de Pascal, parce que je crois qu'elle est toujours pertinente aujourd'hui. Alors, quelle est la citation tirée d'une saison en enfer? Sommes-nous en enfer? C'est une question. Et c'est dans les délires, la première partie, la Vierge folle, qui parle de l'époux infernal. Alors, je relis. Il a peut-être des secrets pour changer la vie. Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je. Enfin, sa charité est ensorcelée et j'en suis la prisonnière. Alors, je voudrais commencer par le début. Changer la vie. Est-ce qu'on change la vie avec le numérique? Je crois effectivement qu'on change la vie. La question, c'est de savoir comment faire pour s'y retrouver. Nous avons parlé de brouillard tout à l'heure, et c'est là où j'ai essayé de demander quelles sont les directions que l'on pourrait retrouver. Et à cette époque, je voudrais évoquer un livre qui m'avait marqué, de Georges Ballandier, anthropologue. En 1992, il écrit un ouvrage, Les nouveaux mondes. Il voulait dire qu'avec la technique, on a des mondes qui sont doublement nouveaux. Ils sont nouveaux parce qu'ils sont inconnus, comme l'était l'Amérique lorsque Christophe Colomb l'a découverte. Et ils sont nouveaux parce qu'ils sont en train d'advenir. Et il pensait à deux nouveaux mondes. Il pensait à la biologie et au numérique. Alors, bien sûr, se repérer là-dedans, ça n'est pas extrêmement facile. Alors, l'idée, c'est d'essayer de se donner des axes, des points cardinaux pour se repérer. Et vous voyez que j'ai pris le rouge cardinal, j'ai fait exprès. Les axes cardinaux classiques, ce sont le nord, qui est repéré par l'étoile polaire, le sud, qui est l'opposé de l'étoile polaire, et puis l'est et l'ouest, qui sont repérés par le soleil. Et vous vous souvenez que cardinal, ça vient de cardinalis, qui sert de gond de pivot. On parle des vertus cardinales, puis vous savez, les cardinaux, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ces points cardinaux dans le numérique, dans cette hyperconnectivité dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Alors, le problème, c'est que l'horizon est planétaire. Vous savez bien que repérer le nord dans l'hémisphère sud n'est pas une mince affaire. Et en tout cas, on ne peut plus utiliser les mêmes astres. L'astre polaire, donc, il y a plus les étoiles fixes ne sont plus les mêmes. Alors qui plus est, le Soleil, on est un peu comme dans l'empire de Charles Quint. Il ne se couche jamais sur l'empire du numérique. Bien sûr, vous vivez sur la planète entière. Et on le sait d'ailleurs quand on organise des visioconférences. J'ai un projet qui est avec des Américains, des Japonais et des Français. C'est un cauchemar pour se réunir. Donc, besoin de nouveaux repères. Alors, j'ai choisi comme nouveau repère deux axes. Le premier, c'est l'être en ligne. C'est un peu... je l'ai formulé ici. L'existence en ligne précède l'essence. L'existence sociale, elle se définit par l'être en ligne. On va prendre ça comme repère ultime. Et puis de l'autre côté, l'axe transverse, j'ai pris la vie, avec bien sûr la vie biologique, la vie sociale. Et donc ça m'a donné 4 directions. Le nord, le en ligne. L'opposé de en ligne, c'est le hors ligne, un peu comme le sud s'oppose au nord. Nous reviendrons là-dessus. Et puis l'équivalent de l'Est et l'Ouest. L'Ouest, c'est le soleil couchant, c'est la fin du monde, le hors-vie, la poursuite de l'existence au-delà de la vie biologique. Et puis, le reste, le soleil levant, l'espoir, le en-vie. Et je vais essayer, ici, de parcourir cela. Donc l'idée, c'était une rose des vents numériques, et c'est de celle-là dont je voudrais parler aujourd'hui. Qu'elle vous aidera, bien sûr, à repérer. Alors, premier axe, je suis parti du hors-vie. Je reprends, c'est de l'équivalent de l'Ouest, la fin du monde. Le hors-vie, d'ailleurs, ce sont des mythes californiens très souvent, qui sont à l'origine du hors-vie, de l'humain au transhumain, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et le mythe de la singularité reprenait cela. Alors, la raison pour laquelle j'ai écrit le mythe de la singularité, c'est parce que j'étais exaspéré par un certain nombre de propos qui étaient tenus, et il m'a semblé indispensable, en tant que scientifique, d'y répondre. Alors, je vais tout d'abord commencer par une nouvelle récente. Vous vous en souvenez, il y a quelques mois, en mars 2023, des chercheurs extrêmement connus nous expliquent qu'il faut absolument
un moratoire sur l'intelligence artificielle. Rassurez-vous, ça s'est fait il y a plus de 6 mois. Il n'y a pas eu de moratoire sur l'intelligence artificielle et sur le développement des technologies de l'intelligence. Ce qui est intéressant, c'est quand même, et surtout ici dans une université, de ne pas s'en tenir aux déclarations, mais de faire une analyse de texte. Alors, voici le texte, et j'ai surligné quand même un certain nombre de points. On vous explique d'abord que vous avez des outils qui rivalisent avec l'intelligence humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question. Que ça constituerait un changement profond dans l'histoire de la vie sur Terre. Alors, en quoi les robots bavards sont susceptibles d'affecter la vie des paramécies sur Terre? Une question ouverte, bien sûr. Mais on continue et on nous explique qu'il y a des digital minds, des esprits numériques dans les machines. On continue, on nous explique que des machines rivalisent avec l'homme sur des tâches générales. Alors, je ne sais pas ce que vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une tâche générale? Est-ce que parler, c'est une tâche générale? Ouverte. Puis on continue, on nous parle d'esprit non humain. Et ensuite, on nous parle d'intelligence artificielle générale. Alors là, je voudrais 2 remarques. La première, c'est que l'intelligence n'est pas générale. On le sait depuis longtemps. Il y a eu des travaux au début du XXe siècle qui ont été développés pour essayer d'étudier les corrélations entre les différentes capacités cognitives. Mais depuis plus de 40 ans qu'on travaille sur les sciences cognitives. Alors j'évoque Lyon parce qu'il se trouve que quand j'ai dirigé les programmes de sciences cognitives, je suis venu inaugurer, en tant que représentant du CNRS, l'Institut des sciences cognitives de Lyon. Donc vous le savez ici, bien sûr. L'imagerie fonctionnelle cérébrale nous montre que chaque cerveau est différent, que là, ici, vous voyez, il y a un musicien et un non-musicien, et on regarde l'impact quand il écoute de la musique, on voit que ce ne sont pas les mêmes zones et qu'il y a beaucoup plus d'activité chez le musicien que chez le non-musicien. Nous pourrions faire ça, bien sûr, pour toutes les tâches cognitives. Les cerveaux sont différents, parce que leur géométrie est différente, les lobes sont plus ou moins développés, et puis ensuite, l'activité du cerveau change avec la culture. Donc, on nous raconte des choses, quand on nous dit qu'il va y avoir une intelligence artificielle générale, ça n'a pas de sens de ce point de vue. Puis, je voudrais dire que c'est publié par l'Institut du futur de la vie. Alors, en quoi il y a un futur de la vie? C'est un institut éminemment transhumaniste, et d'ailleurs qui a fait profession de lettre ouverte depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas sa première lettre ouverte. Alors, puisqu'on parle de l'Institut du futur de la vie, je voudrais évoquer un deuxième institut, l'Institut du futur de l'humanité, et son directeur, Nick Bostrom, philosophe, qui nous explique que nous allons avoir une super intelligence qui va transformer le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette super intelligence? Là encore, vous voyez, c'est l'idée que l'intelligence, c'est une espèce de quantité, que ça s'amasse, que ça... Est-ce que c'est raisonnable? Bon, alors, je ne vais pas avoir le temps de discuter de tout cela aujourd'hui, mais ce sont des questions, je crois, qu'il faut poser, parce que ces déclarations me semblent poser un certain nombre de problèmes. Alors on va plus loin, on nous a expliqué aussi que le développement des machines, et c'était ça la singularité technologique, permettrait d'avoir des outils si rapides qu'ils allaient non seulement acquérir une conscience, mais nous permettre de transférer notre conscience sur la machine. Le téléchargement de l'esprit, ce qui est formidable, parce qu'on peut jeter son corps et continuer à vivre sur des machines. Alors, il se trouve que j'ai un complice, Gabriel Neige, qui m'est assez proche, qui a écrit un roman. Ce matin, Maman a été téléchargée. Et c'est le cauchemar d'un jeune homme qui s'appelle Raphaël. La singularité est advenue. Et comble de malheur pour lui, sa mère, sa vraie mère, décide tout d'un coup de sauter le pas et de procéder à une métempsychose numérique. Je souligne métempsychose, le passage de l'âme d'un corps dans un autre. Alors, le problème, c'est celui du corps. C'est-à-dire que elle change de corps, il ne veut pas voir le corps de sa mère. Il lui dit, tu vas voir, je vais me télécharger, je te montre mon robot. Il dit, non, quand même, ça ne se fait pas de voir le corps de sa mère. Et alors, quand, bien sûr, une fois qu'elle est téléchargée, il a rendez-vous avec elle, et elle se réincarne dans une PPP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une PPP? C'est une pulpeuse à peau de pêche. Alors, c'est un robot sexuel, et bon, c'était pas du tout l'idée qu'il se faisait de sa mère, mais en même temps, on la comprend. Vous imaginez, si vous deviez changer de corps, autant prendre le plus beau. Et alors, en plus de ça, elle fait éruption à tout moment dans la vie, parce que bien sûr, elle est sur tous les réseaux, etc. Je vous passe les détails, c'est un cauchemar. Mais tout ça pour montrer tout ce que cette fable de la singularité produirait comme abomination, si jamais ça advenait. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, justement, dans le mythe de la singularité, c'est que du point de vue scientifique, ça n'a pas de sens. D'abord, ça repose sur l'idée de la loi de Moore, on suppose qu'elle se poursuit indéfiniment. Or, on sait très bien que c'est une loi d'observation, il n'y a aucune raison qu'elle se poursuive. Moore lui-même, vous savez qu'il est décédé cette année, Moore.
Et c'est quelqu'un d'admirable, parce que c'est un chimiste au départ, hein, qui a travaillé sur les... Enfin, il est à l'origine de la société Intel, hein, et il a travaillé avec qui ont été à l'origine des premiers circuits intégrés, et lui-même a dit en 2005, c'est-à-dire 50 ans après, un autre cinquantenaire, après 2015, pardon, hein, 50 ans, parce que la loi de Moore a été énoncée en 1965, et donc en 2015, il a dit, ben non, ça ne peut pas continuer, c'est impossible, il n'y a rien d'exponentiel dans la nature. Donc première chose, la loi de Moore ne peut pas se continuer. Puis deuxième chose, et c'est surtout ça, la fréquence de calcul, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la conscience. Je n'entrerai pas dans le détail, mais... Et le paradoxe, et c'est ça que j'appelle les pompiers pyromanes, c'est que ceux qui nous expliquent que l'intelligence artificielle est dangereuse, même chose, ceux qui ont signé le moratoire, sont ceux qui la font. On peut se poser des questions. Si vous avez un marchand de tabac ou un fabricant de cigarettes qui vous explique que le tabac est dangereux, vous dites, c'est vrai que le tabac est dangereux, mais quand même, pourquoi il nous le dit? Alors, autre version, bien sûr, du hors-vie, il y en a plein. Hein. Alors, je ne les cite pas toutes, hein, vous les verrez dans le mythe de la, dans Servitude virtuelle. Mais vous voyez, le métavers, c'est aussi une forme de hors-vie. Alors, c'est du hors-vie et du en ligne, on ne sait pas. Hein, mais on peut passer sa journée dans la vie d'un avatar. Et on peut même... Hein, alors, j'ai un collègue roboticien français dont je tairai le nom, qui nous a dit un jour, sur le métavers, on est immortel pendant un certain laps de temps. Alors, je passe immédiatement hein, pour... deuxième axe, le en ligne. Et c'est l'idée des cerveaux dans une cuve. Vous savez que c'est une expérience de pensée qui a été conduite par des psychologues. Hein. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous êtes certain de ne pas être des cerveaux dans une cuve hein, avec des capteurs qui sont connectés? On n'en sait rien. Mais en tout cas, cette idée a fasciné un certain nombre de grands acteurs du numérique, dont Elon Musk, l'inénarrable Elon Musk, hein, qui nous explique qu'on va pouvoir connecter le numérique, enfin plus exactement l'électronique, avec l'homme. Vous voyez ici, il dit, avec le temps, je pense qu'on va certainement avoir une fusion de l'intelligence biologique et de l'intelligence numérique. Et il nous dit, c'est simplement une question de bande passante, de vitesse de connexion entre notre cerveau et la version numérique de nous-mêmes, en particulier les sorties. Alors bien sûr, c'est absurde, il dit qu'il va augmenter la mémoire comme ça. Je ne rentre pas dans le détail, mais il faut savoir qu'une mémoire, ça n'est pas simplement un dispositif de stockage. Les psychologues le savent depuis longtemps, hein, il y a au moins 3 composantes. Il y a l'encodage, ensuite il y a la consolidation, le rêve, la transformation, et puis ensuite il y a l'accès, bien sûr. Mais quel est ce qu'il y a derrière? Donc, Elon Musk a construit une société qu'il appelle Neuralink, hein, le lien entre les hommes et le numérique, avec l'idée, d'une part, qui va nous aider à surmonter les difficultés, les problèmes que pose l'intelligence artificielle, parce qu'il va renforcer nos capacités cognitives pour nous permettre de lutter contre les machines, ce qui est assez étrange, hein, on reviendra là-dessus. Hein. Et puis ensuite, il dit, ce qui est formidable, c'est qu'on va pouvoir connecter tous les esprits entre eux, comme ça, on aura, je veux dire, une espèce de ruche dans laquelle nous travaillerons tous ensemble. Je ne sais pas si ça vous fait rêver. Hein. Alors, un deuxième grand acteur de l'Internet, Mark Zuckerberg, a beaucoup travaillé sur les interfaces cerveau. Ah mais zut, j'ai pas vu que... Ah, c'est ça, je voyais pas. Il faut, excusez-moi, il faut que j'arrive à changer. Oui, parce que je suis pas dans le bon mode. Ah, c'est ça. Ouais, j'ai pas vu. Alors, comment est-ce je peux faire pour changer? Ah. Vous voyez ma souris là-bas? Il faudrait que j'arrive à voir la souris qui est là-bas. Non, mais je la vois sur mon Mac, mais je la vois pas là-bas. Et où? Ah, ça y est, c'est voilà, formidable. C'est là. Oui. Voilà, formidable, c'est mieux quand même. Et donc, qu'est-ce que nous dit
Mark Zuckerberg, c'est qu'il veut utiliser les interfaces cerveau-ordinateur qui peuvent être très utiles et qui peuvent être très intéressants, qui permettent de mieux comprendre l'activité du cerveau, qui permettent éventuellement d'aider à la réhabilitation après un accident vasculaire cérébral, etc. Je ne mets pas en cause les techniques des interfaces cerveau-ordinateur, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il veut les utiliser pour mettre un bonnet sur la tête pour, et l'expression je trouve est formidable, fluidifier la relation entre le réseau social et l'utilisateur. Il prend l'exemple d'une pizza, comme ça vous n'aurez plus besoin d'exprimer, de dire que vous voulez une pizza. Si vous adorez les pizzas hawaïennes, immédiatement, il va découvrir ça et il va vous offrir une pizza hawaïenne. Bien sûr, ça pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a de quoi vous dégoûter toutes les pizzas, et puis bon, quelquefois, la morale, c'est aussi de se réfréner. En tout cas, voilà. Alors, de façon plus générale, sur le en ligne, alors ça, c'est bien sûr les excès des grands acteurs, mais nous sommes déjà un peu en ligne. Nos têtes sont mises en boîte, et l'économie du web repose sur la publicité ciblée, qui a pour but de nous profiler et de savoir exactement qui nous sommes. Donc, à partir des traces du numérique, le but, c'est d'anticiper notre comportement, d'évaluer, par exemple, le risque, mais aussi de nous manipuler de toutes les façons possibles. Au fond, on peut le dire, pendant des siècles, nous avons été menés à la baguette, c'était la technique du bâton pour mener les hommes, et bien aujourd'hui, c'est la technique de la carotte. Tableau de Magritte, mais que j'aime beaucoup. Alors, de façon imagée, on peut dire qu'on passe de la femme sans tête. Alors, la femme sans tête, c'était au début du Bonheur des dames d'Émile Zola. Il y a un mannequin dans lequel la tête est remplacée par une étiquette qui indique le prix. C'est important parce que c'est le mode de consommation de la société moderne, un modèle pour tous, la Ford, etc., ce qui permet de produire énormément. Mais justement, aujourd'hui, on peut produire des modèles extrêmement différents, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un modèle pour chacun. Plus exactement, on va regarder qu'est-ce que vous désirez, on va fabriquer le modèle que vous désirez, et ça, c'est la femme sans tête. Alors c'est un collage de Max Ernst, mais je trouvais que c'était joli, ça permet de bien se souvenir ce passage de l'un à l'autre. Alors, passons maintenant tout de suite au troisième axe, à l'envie. Alors, qu'est-ce que c'est l'envie ? C'est l'équivalent de l'Est, c'est l'ouverture, c'est le nouveau, c'est le fait qu'il y a effectivement des transformations majeures, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, pour ça, je voudrais vous montrer un tableau que j'aime beaucoup, qui est Magritte, encore un de Magritte, et qui montre un tableau qui peint un paysage et qui est la même chose que l'extérieur. Eh bien, c'est un peu ça, ce qui se produit avec le numérique. Nous avons une duplication du monde, un monde second. Alors, je vais essayer de m'exprimer. Alors, d'abord, les objets. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'étais invité à faire une conférence devant le groupe Accor, les architectes, pour essayer de réfléchir aux transformations liées à la technologie. Et j'avais une théorie. Je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, ils avaient l'air contents. C'était de dire que les formes des objets évoluaient avec la technologie dans l'histoire. Et qu'il y a un moment donné où elles se figent et elles n'évoluent plus. Pourquoi ? Parce que, au fond, elles sont liées à nos capacités cognitives. Par exemple, les lunettes, elles ont évolué. Bien sûr, il n'y a pas de lunettes, on est progressé. Puis à un moment donné, elles se figent. Mais bien sûr, on peut ensuite rajouter beaucoup de choses sur les lunettes. De même, une montre, vous voyez qu'au début, c'est la technologie du cadran solaire, ensuite les montres à gousset, les pendules, etc., la montre à tourner. Et puis à un moment donné, c'est la montre bracelet. Bon, elles sont toutes plus ou moins... alors elles ont des petits écrans qui sont différents, mais elles sont toutes à peu près pareilles. Et en même temps, elles continuent à se transformer. Alors quelle est cette transformation ? Eh bien, cette transformation, on pourrait dire, entre guillemets, c'est de l'intelligence ajoutée. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose d'invisible, des fonctionnalités nouvelles. Autrement dit, on procède à une réingénierie des objets quotidiens. Alors, on a parlé de la montre. Oui, ici, j'ai une montre de loin. Vous allez la voir. Il y a des aiguilles. Elle est exactement comme une montre normale. Mais en réalité, elle est connectée. Et elle a beaucoup d'autres fonctionnalités. Et de m'avertir, de dire voilà, un tel t'a appelé, etc., etc. Juste en bougeant un peu les aiguilles. Il y a un petit code. Donc, bien sûr, les montres se transforment. Les lunettes, donc on a dit ça peut être les mêmes, mais bientôt, vous allez avoir superposé à votre champ de vision des éléments d'information supplémentaires. Et puis, on va continuer. Les bracelets, ils vont prendre votre pouls, ils vont prendre votre cardiaque, ils vont prendre votre température. Les bicyclettes, ce qui fait qu'on peut avoir des bicyclettes en libre service, vous le savez à Lyon, parce que vous avez été les précurseurs, même si tout le monde ne le dit pas, mais... Donc, les bicyclettes, justement, c'est parce que elles sont connectées, et puis maintenant, en plus, elles ont
La forme extérieure de la bicyclette est la même aujourd'hui que ce qu'elle était au début du XXe siècle. On reprend les vieux modèles, mais bien sûr, ça n'a plus rien à voir avec une bicyclette ancienne. Les chaussures, il va y avoir des capteurs dedans. Les voitures, on dit aujourd'hui de plus en plus que ce sont des ordinateurs sur 4 roues. Les stéthoscopes. Alors, je parle du stéthoscope parce que c'est emblématique d'une profession. Le toubib a toujours ça autour du cou. Et ben, le stéthoscope moderne ressemble au stéthoscope ancien, sauf qu'il a des fonctionnalités différentes. C'est cette transformation totale des objets quotidiens qui font que le monde change et qu'il change de façon invisible. On ne le voit pas. Si on regarde les films, à partir des années 70-80, c'est la même chose. Il y a les téléphones portables qui changent. Et il y a des petits effets de mode, mais en réalité, le monde tel que nous le vivons est complètement différent. Alors, non seulement les objets changent, mais la vie change. Et la vie sociale change. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les notions qui font la trame du tissu social, celles-là évoluent. Ça me semble très important. Et pour ça, j'ai repris un terme qui a été introduit par un philosophe italien qui maintenant travaille aux États-Unis, Luciano Floridi. Il parle de réontologisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces concepts ont été réécrits par le numérique. Alors, je vais vous en donner quelques-uns pour que vous le compreniez. On l'a évoqué tout à l'heure. L'amitié, par exemple. L'amitié, c'est ancien, bien sûr. Aristote consacre, par exemple, dans l'Éthique à Nicomachie, 2 livres sur 10 à l'amitié. Puis il n'y a pas qu'Aristote. C'est au fondement de l'éthique. Alors, aujourd'hui, sur Facebook, on est amis. S'agit-il de la même chose? Ouverte, bien sûr. Au-dessus. Mais il y a des dimensions de l'amitié qui sont décrites par Aristote. C'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre. C'est très intéressant. Par exemple, l'amitié sur LinkedIn, ça ressemble à l'amitié professionnelle. L'amitié sur Facebook, alors serait plutôt l'amitié des personnes qui ont une passion commune. Et bien sûr, il y a un autre type d'amitié, l'amitié désintéressée. Alors ça, est-ce que ça subsiste ou pas? C'est une question. Est-ce que la présence des réseaux sociaux, le fait qu'on a des nouvelles de l'ami sur les réseaux sociaux, font pas qu'on va prendre moins, on va être moins attentionné, on va prendre moins de temps pour le voir, et donc ça a un effet en retour sur l'amitié. Vous voyez que c'est vraiment intéressant. Alors c'est intéressant parce que l'amitié, c'est au fondement de la relation sociale. Et puis on peut continuer sur la réputation. Quand on n'est pas amis, on entend par oui-dire un certain nombre d'informations. Alors est-ce que la réputation au village, c'est la même chose que le score de réputation? Et, oui, c'est des Chinois, ils font ça, c'est terrible. Oui, mais enfin, dans nos banques, vous avez un score de réputation, en fonction de ce que vous avez fait. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. La confiance, est-ce que la confiance de la blockchain, c'est la même chose, etc. La monnaie, tout ça, la communauté, le travail, tout ça est en train de se réécrire. Ah, je crois que c'est intéressant. L'envie, c'est ça. Je crois que c'est qu'est-ce que la vie dans ce monde numérique qui se transforme totalement. Et puis on va terminer par le hors-ligne. Alors le hors-ligne, c'est quelque chose d'un peu difficile. Est-ce qu'on peut se couper du numérique? Oui, c'est comme le Sud. Le Sud, c'est bien, on a envie d'aller en vacances. Vous êtes d'accord? Se couper. Alors, est-ce qu'on peut s'extraire de l'emprise du numérique? Alors pour essayer de décrire ça, j'ai pris un ouvrage, roman, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, pas lu, d'André Gide, qui a été considéré comme un très grand roman moderne. Et c'est l'histoire de Tityre. Alors Tityre, ça évoque un berger chez Virgile qui décide de se couper du monde. Et il se retire pour vivre sur son marais. Est-ce possible aujourd'hui? Alors pour voir si c'était possible, j'ai pris un autre marais, à l'heure du numérique, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes d'accord? C'est un marais. Et ce qu'ont essayé les zadistes, c'est de se couper du monde. Justement, ils ont eu du mal. Parce que pour arriver vraiment à imposer cette coupure du monde, ils ont été obligés de passer par le numérique pour faire connaître leur cause. Donc ça montre bien toute cette difficulté. On ne peut pas se couper du numérique. Alors ça, c'est bien sûr cette envie de se débrancher, qui est celle d'aller en vacances. Mais il y a une autre chose. Le Sud, c'est aussi la vie pour ceux qui sont au Sud, c'est-à-dire que ceux qui, malheureusement, n'ont pas accès à toutes ces possibilités. C'est la frustration. Alors, je l'ai dit de façon peut-être un peu... la frustration des débranchés. Le sentiment d'être hors ligne, justement, et de ne pas accéder à la modernité. Alors, vous vous souvenez bien sûr des Gilets jaunes, c'était un peu cela. Donc, qu'est-ce qu'ils ont espéré? Une quête de reconnaissance. Pour y accéder, ils ont utilisé les réseaux sociaux. Ils étaient frustrés parce qu'ils n'étaient pas dans
la modernité, et donc ils ont utilisé les réseaux sociaux pour être reconnus. Et ils y sont arrivés, ils se sont fait connaître. Plus exactement, ils ont fait connaître leur détresse. Mais de cela est née une nouvelle frustration, parce que, en réalité, ils n'ont pas une vraie, véritable reconnaissance. Ce qu'ils ont eu, c'est de la visibilité. Et justement, ce n'est pas la considération. Alors voilà, tout ça pour essayer de montrer un peu ce que c'est notre monde un peu étrange. C'est pour ça que c'est difficile de se repérer, parce que le numérique a des dimensions totalement différentes. Et c'est pour ça que j'ai fait cette revue numérique. Et je voudrais terminer ici, dans les 10 minutes qui me restent, à parler un tout petit peu des questions éthiques. À quelle sauce allons-nous être mangés, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, vous vous souvenez, je vous avais cité le texte de Rimbaud. On a dit changer la vie, et donc la vie échange. Et en même temps, ils disent de cet époux infernal, sa charité est ensorcelée et j'en suis la prisonnière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien sûr, je ne vais pas faire un exposé long sur l'éthique, ça prendrait beaucoup de temps, mais je voudrais montrer quelques points problématiques. Alors, le premier, ici, c'est un petit film qui a été fait, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, c'est Ma femme a du crédit, et c'est l'histoire d'une jeune chinoise qui parle le français. Est-ce que vous arrivez à entendre? Tu veux nous montrer? Bah oui. C'est l'écran là-bas. En fait, c'est un écran. Non, mais je crois qu'il vaut mieux. On fiche sur l'écran. Ah, ça va? Et à quoi ça sert de ficher sur l'écran? C'est pour montrer tout le monde, d'ailleurs, que tu as fait quelque chose d'interdit. Et ça sert plus tard, tu perds les points. Attends, on va pas traverser au rouge alors. Et les voitures, par contre, ils respectent pas la... Non, ils vont te ficher aussi, c'est pareil. C'est pas que pour les piétons, pour tout le monde. T'as vu? T'as vu la fille qui traverse? Et on donne son nom. Est-ce qu'on est capable, avec les techniques de reconnaissance faciale, d'identifier les personnes? Et donc, c'est pour ça qu'on donne des points, des bons points et des mauvais points. Et si le score est inférieur à un certain seuil, eh bien, à ce moment, on ne peut plus voyager, on ne peut plus envoyer ses enfants à l'université. Et la meilleure des choses qu'on a à faire, si on aime vraiment ceux dont on est proche, c'est de divorcer. Parce que sinon, l'opprobre... C'est un point où, lorsque vous téléphonez à quelqu'un qui a un score très bas, vous avez une sonnerie particulière qui vous laisse entendre que si vous entrez en contact avec lui, ça va vous ternir un peu votre réputation. Voilà un peu, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On ne fait pas tous, heureusement, ça n'est pas obligatoire. Alors, deuxième chose, alors là c'est amusant, je vais vous le... L'intelligence artificielle peut aussi servir à vérifier si vos enfants ont fait leurs devoirs. Cette utilisation inquiétante de la technologie est une réalité dans certaines écoles chinoises où des stylos intelligents surveillent les élèves. L'intelligence artificielle se glisse désormais partout, même dans les objets les plus banals du quotidien. En Chine, certaines écoles ont équipé leurs étudiants de stylos intelligents pour améliorer l'efficacité des élèves. Une nouvelle forme de surveillance qui inquiète assez largement en raison des potentiels abus d'une telle technologie. Le Pen surveille les élèves. Vous avez entendu le nom du stylo? Comme... Je pense qu'ils ne connaissent pas la vie politique française. Voilà. Ça vous donne une idée quand même des questions, bien sûr. Alors, je veux dire, on aurait beaucoup d'autres illustrations d'exemples de la technologie. Et alors, non seulement, bien sûr, vous pouvez avoir des outils qui permettent de nous surveiller, mais vous savez bien sûr qu'avec l'intelligence artificielle générative, on construit n'importe quel texte et n'importe quoi. Alors là, je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là, elle est drôle. Françaises et Français, mes chers compatriotes, qui sème l'illusion, récolte la souffrance. Oui. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon, je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu.
Voilà. Donc ça vous donne une idée. Je veux dire, le monde dans lequel on est un monde délicat parce que ce que l'on voit de nos yeux, ce que l'on entend de nos oreilles, tout cela doit être suspecté. Comment faire? Pendant longtemps, on avait quand même des éléments, des choses tangibles, bien sûr. Et non seulement on a des nouvelles fausses, mais ça on peut dire, ça fait très longtemps, les libelles, les canards existent depuis extrêmement longtemps. Sun Tzu, par exemple, dit dans l'art de la guerre que si on veut déstabiliser un pays, on introduit des fausses informations. Mais ce qui est encore plus pernicieux avec l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de cibler, c'est-à-dire d'envoyer à chacun l'information qui est susceptible de le déstabiliser ou au contraire de l'enfermer dans ses propres convictions. Et ça, c'est, je crois, mérite réflexion. Je pense que c'est le plus grave. Alors pour essayer de résumer ça, je voudrais rappeler, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, les travaux de Marshall McLuhan. C'était un intellectuel des années 50 qui a beaucoup écrit sur les nouveaux médias, ce qu'il appelle les médias électriques. Pour lui, les médias pernicieux sont les médias qui échauffent l'esprit et qui ne sollicitent qu'un seul sens. Et il condamne absolument la galaxie Gutenberg, responsable de tous les maux pour lui. C'est curieux parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on n'a pas tout à fait la même façon de voir. Et d'ailleurs, il dresse une typologie des médias avec la température. La radio et l'écrit sont chauds parce qu'ils sollicitent un seul sens. Et le média cool, sont des hippies. Le média cool, c'est la télé, parce que c'est équilibré entre tous les sens. Ce qu'il nous dit à l'époque, c'est le 20h, c'est le tam-tam du village global. Peut-être les jeunes ne vous souvenez pas de ce que c'est que le 20h. C'était le journal télévisé, tout le monde l'écoutait. Donc, ça voulait dire que ça rassemblait la société. Vous voyez bien qu'on vit dans un monde totalement différent. Il y a plus de 20 heures aujourd'hui. Les nouveaux médias accroissent la fragmentation de sociétés qui sont déjà fragmentées. Et c'est bien le problème. Et ici, vous voyez, je cite Jürgen Habermas, un très grand philosophe qui s'est beaucoup préoccupé de la délibération collective, comment essayer de trouver les règles, c'est la philosophie de la communication, qui permettent à une communauté, de façon désintéressée, de parvenir à des règles de conduite communes, en prenant en compte les compétences de chacun dans la société. Et justement, vous voyez, l'an dernier, il a sorti, c'était traduit l'an dernier en français, ça a été publié il y a 1 ou 2 ans, mais c'est très récent. Espace public, démocratie délibérative. Il avait déjà fait un premier livre là-dessus, et là, il en refait un autre petit. Espace public, démocratie délibérative, le tournant. Ça veut dire qu'effectivement, il est assez désespéré. Maintenant, c'est un monsieur d'un certain âge, parce qu'il se rend compte des risques qui existent aujourd'hui. Alors, comment faire ? Et les institutions européennes, et en particulier sous la présidence de Ursula von der Leyen et du commissaire français, ont essayé de réguler à pas de course, c'est-à-dire qu'ils ont, en 3 ans, fait au moins 3 régulations massives, le Digital Market Act, la régulation, la législation plus exactement sur les marchés numériques, le Digital Service Act, la régulation sur les services numériques, et puis l'AI Act. Alors, je cite ici le Digital Service Act parce qu'il est en service depuis août 2023. Et l'idée, c'est que la loi commune s'applique dans l'espace numérique. Vous savez que la loi commune nous permet d'échanger n'importe quoi. Nous avons une totale liberté d'expression, mais cette liberté est limitée. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas diffamer, nous ne pouvons pas faire l'apologie du terrorisme, nous ne pouvons pas inciter à la haine, etc. Il y a donc des règles. Le problème, c'est que jusqu'à présent, ces règles ne s'appliquaient pas dans l'espace numérique. Est-ce qu'on peut les appliquer? Et pour cela, le Digital Service Act essaye de contraindre les grands opérateurs du numérique à se soumettre à un certain nombre de règles. Donc vous voyez, août, septembre, octobre. Or, ce qu'on a vu malheureusement avec les incidents tragiques qui se sont produits il y a 15 jours, c'est que ces grands acteurs de l'Internet, et en particulier Twitter, ont été incapables de bloquer les contenus. Et donc, on voit bien que c'est très difficile. Vous savez qu'il y a 500 millions de tweets par jour, ça veut dire qu'il faut essayer d'automatiser la détection
de ce qui est illégal, ce qui est très difficile. Alors, il y a tout un tas de procédures, bien sûr, qui sont en œuvre, mais en tout cas, ces grands acteurs ont tendance à s'affranchir de ça. Alors, je voudrais maintenant parler du AI Act, parce que c'est ce qui me préoccupe le plus ici. La régulation sur l'intelligence artificielle, elle se construit à partir de la notion de risque. Il y a 4 catégories de risques. Le risque inadmissible, qui est interdit. Le risque élevé, qui conduit à une régulation extrêmement contraignante. Le risque modéré, qui demande simplement une forme de transparence. Et le risque faible, pour lequel il n'y a rien du tout. Alors, je voudrais rentrer dans le détail, parce que ça mérite quand même d'être examiné. Le risque inadmissible, vous en avez 3. Il y a les images subliminales. Alors, le problème, c'est que les images subliminales, ou les techniques subliminales, en réalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça a été inventé dans les années 50 par un publiciste. Il a dit qu'il a fait des études et que si on passe dans un film de temps en temps un message qui ne parvient pas à la conscience parce qu'il est tous les 25e de seconde, et bien à ce moment-là, on va être influencé. Si on vous dit buvez du coca et mangez du popcorn, il y a 18% plus de personnes qui boivent du coca et 50% de plus qui achètent du popcorn. Et les psychologues ont essayé de refaire ça. Alors, bien sûr, c'était effrayant, mais ça voulait dire qu'on pouvait être complètement manipulé. Les psychologues ont essayé de refaire ça, et personne n'y est arrivé. On lui a demandé, il a avoué en 62 qu'il avait tout inventé. Mais le problème, c'est que c'est encore dans la Commission européenne, ça fait partie des interdictions. C'est quand même cocasse. Est-ce qu'il faut réguler? Mais ici, je suis sûr qu'il y a plein de juristes sur quelque chose qui n'existe pas. Deuxième chose, les systèmes de notation. Alors, vous avez vu ce que c'était la notation chinoise. Alors, moi, j'entends, l'an dernier, à Saint-Raphaël, une dame qui me dit « c'est interdit les systèmes de notation ». Je dis « c'est bizarre, parce que dans les banques, vous avez des systèmes de notation. Uber, on vous note partout, on vous note ». Je regarde le texte de loi, et là, on se rend compte que dans les institutions européennes et au Parlement, tous les grands acteurs se sont débrouillés à négocier. Et donc, il y a des exceptions pour les banques, pour les sociétés privées, etc. Et alors, ceux qui ne peuvent pas négocier sont les États. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a une exception extraordinaire. C'est le permis à points. Vous êtes d'accord? C'est mis en place par les États. C'est un système de notation. Ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Quand on vous flash, on reconnaît automatiquement votre plaque d'immatriculation avec des techniques d'intelligence artificielle. C'était le début des techniques de réseau de neurones formels. Et donc, ça va être interdit. Donc, bon, c'est réjouissant, bien sûr. C'est pas sûr, mais en tout cas, si on lit le texte, ça devrait être interdit. Alors, on va continuer. Ensuite, la biométrie en temps réel, on vous dit c'est interdit. Et bien sûr, pour les Jeux Olympiques, vous savez bien sûr qu'on a fait appel à de la biométrie en temps réel. Alors, voilà, je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous voyez les difficultés. Alors maintenant, on va regarder l'autre bout de la chaîne, parce que j'ai juste 2 minutes et je vais m'arrêter. Les risques faibles. On vous dit, c'est les filtres à spam. Alors, les filtres à spam, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la censure. C'est-à-dire qu'il y a certains messages, on va dire, ah, c'est des spams. Alors, bon, et ça, on dit, oh, il n'y a pas besoin de régulation là-dessus. Quand même que c'est incroyable. Et le dernier sont les jeux vidéo. Les jeux vidéo, quand même, c'est assez étonnant parce que ça provoque des addictions. Alors, les chatbots, c'est amusant parce que c'était des risques modérés à faibles en 2022. Il y a eu la Commission européenne qui a fait un premier jet. Et puis ensuite, il y a eu le Parlement qui s'est saisi de ça. Et puis, il y a eu, fin novembre 2022, vous en souvenez tous, l'apparition de ChatGPT. Tout d'un coup, ils ont eu peur. Et donc, tout d'un coup, aujourd'hui, il y a des réglementations spécifiques pour les modèles de langage. Ça vous montre bien que ça pose beaucoup de problèmes. Alors, je vais terminer par la charité ensorcelée. Est-ce que ces régulations nous permettent d'échapper à cela? Vous voyez, Neuralink, je vous en ai parlé tout à l'heure, si ça advenait, ce serait vraiment absolument terrifiant. Et alors, dans tous les comités d'éthique dans lesquels j'ai été, le numérique, ils parlent de beaucoup de choses, mais on n'a jamais interdit la société Neuralink. On devrait quand même se dire, c'est pas moral d'avoir une société qui veut vous connecter tous ensemble. Alors, je vais donner un autre exemple, vous vous souvenez? Le moratoire. L'un des signataires était M. Elon Musk. Et 15 jours après, il a dit « Ah ben moi, je vais faire un autre GPT, parce que celui-là, il faut l'interdire, mais parce qu'il est trop woke, mais moi, je vais vous dire la vérité. » C'est la Pravda, selon Elon Musk. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas une passion pour la Pravda. Alors, je vais donner un autre exemple. Mais ensuite, je vais arrêter. C'est ça, la charité ensorcelée. C'est ce double discours. Parce que Elon Musk, oui, il dit on va aider les gens à surmonter, à se battre contre l'intelligence artificielle. En 2020, IBM annonce qu'il se retire du marché de la reconnaissance faciale parce que ça sert au profilage racial. Et il pensait bien sûr à Black Lives Matter, au mouvement Black Lives Matter. Ils n'ont fait plus de reconnaissance faciale. Ok. Et moi, j'écris un rapport sur la reconnaissance faciale et je dis ouais, effectivement, un certain nombre d'industriels se retirent. Et là, on est en train de sortir le rapport. Et on relit, c'est au CNPEN, et là, une copine me dit, oui, mais est-ce que tu n'as pas vu ce qui s'est passé?
Depuis le 1er septembre, en fait, Verge et Liberty Investigation nous expliquent qu'IBM a signé un contrat de 69,8 millions de dollars avec le gouvernement britannique pour créer une plateforme biométrique dotée d'une fonctionnalité de reconnaissance faciale. Alors, je voudrais citer peut-être Clearview, vous savez, cette société qui utilise énormément de reconnaissance faciale. Alors, ils ont voulu très généreusement la donner aux Ukrainiens pour faire, identifier les soldats qui se conduisent mal pour des procès ultérieurs, mais aussi reconnaître les cadavres, diffuser les images, etc. Et puis, le dernier point, bien sûr, c'est l'atteinte à la souveraineté, c'est-à-dire que ce sont des entités qui veulent se substituer aux États. Alors, pour conclure, je voudrais dire la morale. La morale, souvent, en éthique, c'est compliqué, mais on pourrait dire, il y a deux métaphores que j'aime bien, deux figures allégoriques. L'une, c'est Thémis, c'est la loi, c'est le droit, c'est le déontisme. Et puis l'autre, c'est le regard vers le passé, la prudence. Vous savez, prudence, c'est une femme avec un miroir, elle regarde vers le passé, et un serpent, c'est la connaissance. Alors, est-ce que l'éthique, c'est la seule prudence et la seule loi? Non, je ne crois pas. C'est d'abord l'ouverture au présent, à ce qui arrive. Et le problème avec les technologies, c'est que ce qui arrive nous surprend. Comment auriez-vous imaginé, il y a un an par exemple, en octobre 2022, ChatGPT? Moi j'avais utilisé, mais bon, c'était technicien, mais sinon... L'éthique, ça se pense face au chaos. Alors, qu'est-ce que c'est le chaos? C'est au sens de la théorie mathématique du chaos. Ce sont les systèmes dynamiques qui sont imprévisibles. C'est l'effet papillon. C'est-à-dire un tout petit mouvement change complètement les conditions initiales. Je voudrais terminer en citant Jacques Derrida dans un discours qu'il a prononcé en 1994 à la Sorbonne. Vous voyez, 5 ans après la fin du rideau de fer, il dit justement, l'éthique, c'est penser ce qui vient. Il dit justement, le chaos, c'est la forme de tout avenir comme tel, c'est-à-dire l'imprévisible. C'est ce qui vient, celui qui vient. Qui arrive devant soi, le prochain, on pourrait dire. Et j'aurais terminé par une étymologie fallacieuse que fait Derrida. Il rapproche chaos, donc le chaos en grec, de keino, qui est la bouche ouverte, comme ça. Et c'est le mutisme. Et il dit justement, l'éthique, c'est de ne pas rester mutique face à l'imprévisible. Nous avons vécu malheureusement ces dernières années suffisamment d'imprévisibles pour que, je crois, nous comprenions tous. Merci. Beaucoup pour ce cadran déjà, cette rose des vents. Pourtant, moi, j'ai noté des mots qui me paraissent un peu effrayants quand même. J'ai noté mirage, schizophrénie, intelligence supérieure. À vous écouter, on se dit, il y a aussi une double vie. Est-ce qu'on a tous en fait une double vie ici dans le monde réel et une autre qui est dupliquée ailleurs? C'est une grande question. Donc je vais donner la parole à la salle. Des questions, des réflexions. Oui. Alors, est-ce que le micro? Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Et en fait, moi, j'avais une question concernant la sécurité de l'IA, dans le sens où, par exemple, en 2019, il y a le comité d'éthique de la commission de défense de l'Assemblée nationale qui a fait un rapport pour les systèmes d'armement autonomes et indépendants. Donc, ma question, c'était est-ce que l'IA est plus sécurisée que d'autres systèmes au sein d'un système normal, ou il est quand même assez prédisposé à être piraté et détourné de son intention primaire, et où là, ça pourrait poser un vrai problème pour les applications futures? Je vous remercie de votre question. Je n'avais pas le temps, bien sûr, de rentrer dans tous les détails. Vous avez vu que lorsque j'ai parlé de l'éthique, j'ai parlé de deux choses. De la loi d'un côté, c'est-à-dire la régulation. Je pense que l'éthique n'est pas réductible à la régulation, parce que l'éthique, c'est aussi être attentif à ce qui advient, parce que justement, et c'est particulièrement vrai pour le numérique et pour la technologie, elle change. Et les conditions ne sont pas les mêmes aujourd'hui de ce qu'elles étaient hier, et demain, elles seront différentes. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est la robustesse. C'est pour ça qu'il y a cette deuxième figure, qui est la figure de prudence. Et alors, est-ce qu'on peut être prudent avec les outils d'intelligence artificielle? Alors, normalement, lorsqu'on fait un programme informatique, on peut essayer de prouver sa validité. C'est-à-dire qu'on
on va s'assurer que pour toutes les entrées, la sortie répond bien aux spécifications. Et on sait aussi, et tous les enseignants d'informatique le savent, que c'est une opération extrêmement difficile. Alors comme c'est difficile, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des approximations du programme. Ça donne le modèle checking, et là encore, c'était assez difficile. En intelligence artificielle, c'est impossible, parce que, surtout lorsqu'on fait de l'apprentissage machine, on a énormément de données, et on n'a pas de spécification, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de déterminer de façon précise quelle est la relation entre l'entrée et la sortie. Par exemple, si vous faites un système qui fait du diagnostic de grains de beauté pour savoir si ce sont des mélanomes, vous ne savez pas. Si vous saviez, vous n'auriez pas besoin de le faire. C'est l'œil du dermatologue, et ce qu'on essaie, c'est de le reproduire avec la machine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour cela, on fait des tests. Donc, vous voyez, on est bien sûr, c'est pas une preuve, un test, mais en même temps, ce qu'on sait, c'est que s'il y a beaucoup de tests, ça se rapproche de la preuve. Et on peut faire beaucoup de tests, et surtout, ce qu'on peut faire, c'est essayer de tester la stabilité, de bouger l'image, de faire tout un tas de modifications pour essayer de s'assurer que le système est résistant. Mais bien sûr, ça n'est pas une preuve absolue, mais ce que je veux dire par là, c'est que certes, c'est difficile, c'est simplement, on peut approcher ça. On n'est pas totalement démuni, et c'est ce qu'on fait dans un certain nombre de laboratoires. On recherche des techniques pour essayer de s'assurer que la probabilité qu'il y ait une erreur soit assez faible. Merci beaucoup. Merci. Oui, il y a une question juste là. Deuxième rangée. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de l'éphémérisation? En fait, la définition, c'est qu'on fait de plus en plus avec de moins en moins jusqu'à tout faire à partir de rien. En vue que l'IA, c'est l'ultime éphémérisation, c'est peut-être la dernière technologie, objet qu'on doit développer, et il peut tout faire. Et un exemple pour comprendre l'éphémérisation, c'est un très bon exemple, c'est les ponts. On fait des ponts de plus en plus grands avec de moins en moins de matériel, jusqu'au pont ultime qui est de la Terre à la Lune. Du coup, c'est à partir de rien. Voilà. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'éphémérisation. Oui, ça fait rêver, le pont de la Terre à la Lune. Il y a eu des projets, les pionniers de l'intelligence artificielle avaient un projet de science-fiction, d'avoir alors c'était pas jusqu'à la Lune, mais en tout cas d'avoir une espèce d'échelle très, 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 très haute. Je crois que justement l'intelligence artificielle ne se construit pas sur rien. Alors, elle se construit, il y a différentes techniques. Au début, c'était plutôt la logique. Ensuite, il y a eu l'apprentissage. Ce qu'on souhaitait, c'était, pour essayer de reproduire le raisonnement, modéliser les connaissances. Et ces connaissances, il fallait les fournir à la machine. On s'est rendu compte que c'est difficile, et on s'est dit, on va essayer de les acquérir automatiquement. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'apprentissage, mais il n'y a pas que de l'apprentissage. Il y a d'autres techniques, la démonstration automatique, la représentation des connaissances. Donc ça, c'est important. Et l'apprentissage, il se fonde sur des données. Et les données, elles ne sont pas éphémères. Les données, ça pèse. Ça pèse en quantité, et ça coûte d'apprendre. Et je crois qu'il est important de bien comprendre que l'intelligence artificielle a un impact carbone qui n'est pas négligeable. Alors, bien sûr, c'est une tension. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine de l'environnement, pour essayer par exemple de mieux réguler la température, pour prévenir les incendies, donc pour limiter les catastrophes, pour nous aider, pour faire des modèles, etc. Mais en même temps, bien sûr, ça a un effet important sur l'effet de serre, et en particulier les grands modèles de langage que vous connaissez tous avec ChatGPT, qui sont à l'origine de ChatGPT, ils consomment énormément, et ça pose un certain nombre de questions, et depuis le début, on le sait. Le premier modèle de langage date de 2019, et en 2020, il y avait un certain nombre d'articles qui mettaient en cause ces modèles de langage eux-mêmes. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit de l'éphémère. J'ai une question sur la transition écologique et la transition numérique. Bien de voir comment on les conduit. C'est une excellente question, parce que la transition numérique, nous la vivons tous. Web, à partir du tournant du millénaire, a joué un rôle majeur dans l'ensemble de la société, même si tout cela était préparé auparavant. Et puis, la transition écologique, nous y sommes confrontés. Alors, est-ce que
on peut mettre l'une au service de l'autre, eh ben, c'est bien sûr ce qu'il faut espérer. Mais ça veut dire que il faut trouver peut-être des méthodes de calcul qui soient plus efficaces. Et puis il y a des techniques qui posent un certain nombre de problèmes. Par exemple, la blockchain consomme énormément d'énergie qui part en fumée. Et donc ça, normalement, ça devrait certainement être condamné. Mais en même temps, le numérique, bien sûr, nous aide à travailler à distance, à faire des vidéoconférences. Et bien sûr, c'est une tension entre les deux. Moi, je suis optimiste. Je pense que le numérique pourra aider et aidera, hein, que ça limitera peut-être les voyages que nous ferons, hein, mais bien sûr, ça ne remplace pas d'abord les relations humaines. Je pense qu'elles sont vraiment tout à fait essentielles. L'idée de vivre dans un métavers, par exemple, est une absurdité. Et en plus, le métavers, du point de vue écologique, est une véritable catastrophe, parce qu'il faut reproduire des images en 3 dimensions, ce qui est extrêmement coûteux. Heureusement, bon, on a l'impression que ça a fait long feu, hein, mais je crois qu'il faut le rappeler. Mais donc, bien sûr, essayer de mettre l'un au service de l'autre, j'en suis. Jean-Gabriel, une question? Oui? C'est ça? Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante. J'avais une question. Je connais justement un philosophe, Bernard Stiegler, qui avait l'habitude de parler de société automatique et qui justement évoquait les risques de cette société automatique, notamment au travail. Donc malheureusement, cette personne est décédée, donc j'ai remarqué aussi qu'elle n'avait pas forcément anticipé la création de ChatGPT ou encore d'autres intelligences artificielles. Et j'avais remarqué que dans la plupart de ses écrits, il voyait ces intelligences artificielles comme des risques pour nos sociétés. Donc justement, je voulais vous demander si la création de deepfake, de ChatGPT pouvait vraiment être considérée comme une sorte de processus qui a, dans un sens, accéléré tout ça, ou bien si on pouvait le voir vraiment de façon plus optimiste, comme je l'ai vu à travers votre conférence. Voilà, merci. Merci de votre question. Alors, bon, rendons hommage ici, bien sûr, à Bernard Stiegler, hein, que je connaissais bien et avec qui j'ai partagé un certain nombre de... j'ai échangé, j'ai travaillé un peu avec lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une société automatique? C'est, je pense, une société dans laquelle les automates jouent un rôle extrêmement important. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est qu'il dit les automates et pas les machines autonomes. Ça, c'est le premier point. Hein, et le malentendu et la crainte que l'on a quelquefois, c'est que la machine, alors vous voyez, autonome, ça veut dire, ça vient de nomos, c'est la loi. C'est une machine qui se donne ses propres lois. C'est-à-dire une machine qui décide d'elle-même. Moi, j'ai toujours un exemple que j'aime beaucoup. Hein, on parle des voitures autonomes. Alors, supposez qu'une voiture est vraiment autonome. Hein, ce soir, vous voulez aller au cinéma, par exemple, et la voiture, elle vous dit, vous lui dites, je vais au cinéma, à telle salle. Elle dit, non, je pense que c'est pas bon, il faut que tu fasses tes devoirs et je te ramène chez toi. Hein, ce serait extrêmement désagréable. Hein. On n'a pas envie d'une voiture autonome. On a envie d'une voiture automatique, c'est-à-dire qui effectivement se meuve d'elle-même, c'est ça que ça veut dire, hein, mais qui soit totalement soumise à notre volonté. Vous vous souvenez, j'ai parlé de Pascal tout à l'heure, je crois que c'est important, ce sont des voitures automatiques. Effectivement, il n'y a pas de volonté dans les machines. Ça, c'est le premier point, et c'est bien ce que souligne Stiegler. Ensuite, bien sûr, ces automatismes peuvent avoir, s'ils se généralisent, un certain nombre d'effets dans la société. Et un de ces effets, c'est la transformation du travail. Hein, il s'est beaucoup occupé de ça. Hein, et pas plus tard que ce matin, hein, j'étais avec une conseillère municipale de la Plaine Saint-Denis à Paris. Elle avait travaillé avec lui justement pour se demander comment est-ce qu'on fait pour permettre à des jeunes gens qui sont un peu déscolarisés, mais qui peuvent s'investir énormément avec le numérique, de trouver de s'impliquer et d'arriver à travailler dans le domaine du numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le numérique, ça automatise un certain nombre de tâches. Mais les métiers sont rarement monotâches. Et les métiers monotâches, en général, ce ne sont pas des métiers très épanouissants. Hein, ce qu'on appelait les ouvriers spécialisés, hein, c'était ceux qui ne faisaient qu'une seule chose sur une chaîne de travail. Donc, effectivement, ceux-là peuvent être remplacés. Mais en revanche, dans la plupart des métiers, vous avez beaucoup d'activités différentes. Et donc, le métier évolue parce qu'il faut prendre en compte un certain nombre d'automatismes et, en même temps, ça ne supprime pas totalement le métier. Et bien sûr,
pour pouvoir continuer à l'exercer, il faut se former à ces automatismes. Et ça veut dire qu'il faut, à tout âge de la vie, être en mesure de se former à ces technologies. Donc je crois que c'est vraiment très très important. Alors ensuite, la question c'est est-ce qu'on doit être pessimiste ou optimiste, hein, parce qu'on nous dit avec ChatGPT, il y aura plus de journalistes, il y aura plus d'avocats, etc. Alors quand on regarde en détail, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai. On nous dit ChatGPT a passé l'examen du barreau aux États-Unis avec un score extraordinaire, il est dans les 10% meilleurs. En fait, on regarde, moi j'ai lu un article qui disait mais en fait c'est totalement faux. Il a passé qu'une seule épreuve. Et en plus, c'est même pas, on peut même pas reproduire ça. Donc c'est totalement faux. Et puis pour les journalistes, on peut dire c'est l'inverse. C'est-à-dire que comme il y a énormément de fake news aujourd'hui, comment se repérer dans ce monde? Justement, parce qu'on va avoir des journalistes qui auront une éthique de journaliste et qui seront capables de confronter les différentes informations, de les filtrer, de vous aider à vous repérer dans ce monde-là. Donc je crois que c'est l'inverse, c'est une chance pour les journalistes parce qu'ils vont aider les citoyens justement à sortir de leur bulle, à ne pas être enfermés dans ce monde à part. Donc bien sûr, il se peut qu'il y ait des inquiétudes. Et alors, sur le travail, on nous rabat les oreilles avec des rapports qui sont écrits, qui nous expliquent qu'il va y avoir des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître. Mais là encore, je crois qu'il faut faire appel, on est dans une université, il faut faire appel au sens critique qu'on doit apprendre à l'université. C'est-à-dire lire des articles. Sur quoi ça se fonde? Eh bien, vous les lisez, vous vous rendez compte que des soi-disant spécialistes de sciences sociales sont allés dans des grandes conférences. Alors en plus, c'est des conférences qu'on connaît. Ils sont allés à ICML, ils sont allés dans ces grandes conférences. Ils ont interviewé nos collègues et ils leur ont dit dans combien de temps on va automatiser telle tâche. Alors bien sûr, quand on vous dit vous êtes spécialiste de traduction automatique, vous dites il n'y a pas de problème, dans 5 ans je traduis tout. Mais ça n'a pas de sens. Et je veux dire, c'est pas parce que vous pensez en tant que spécialiste que vous allez tout traduire que vous connaissez le métier du traducteur. Et donc bien sûr, c'est très curieux parce que ce ne sont pas des spécialistes des différents métiers qui ont fait ça. Alors il y a d'autres rapports qui ont été beaucoup plus circonspects sur ce type sur l'évolution du travail. Par exemple, France Stratégie en France a fait des études beaucoup plus et qui sont beaucoup plus intéressantes, où la conclusion, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Et si vous regardez, par exemple, globalement, l'emploi à France, si vous regardez sur ces 20 dernières années, il n'a pas diminué. D'ailleurs, il y a plutôt moins de chômage aujourd'hui que ce qu'il y en avait. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué de répondre à ces questions. Alors, la difficulté, c'est que dans la société, il y a des personnes qui sont capables d'utiliser ces technologies, qui trouvent un emploi et qui s'épanouissent. Et puis, il y a ceux qui n'y arrivent pas. Et ceux qui n'y arrivent pas, bien sûr, ils risquent de se retrouver sur les marges de la société. Donc, toute la difficulté, c'est faire en sorte que ceux-là, on puisse arriver à les prendre en charge et qu'on les conduise à travailler. Mais vous voyez, tous les métiers peuvent être impactés par le numérique. Je vais vous donner un exemple qui, bon, vous ne savez pas parce que vous voyez maintenant à mon âge, mais quand j'étais jeune, j'avais une très grande chevelure. Donc j'allais chez le coiffeur. Hein, et justement, le coiffeur, il se peut qu'un jour, on ait des machines qui vous coiffent automatiquement. Mais est-ce que j'irai chez le coiffeur? Non, j'irai pas dans cette machine. Je préfère aller chez le coiffeur parce que je préfère avoir un contact humain. Il y a un côté. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement, donc, il risque d'y avoir encore des coiffeurs, mais les coiffeurs, et ça, il se trouve que j'en ai rencontré, s'intéressent beaucoup à l'intelligence artificielle parce qu'ils peuvent utiliser des outils pour essayer de présenter à la personne ce que va être sa chevelure. Et lui dit, voilà, comment on va vous couper? Et puis il va vous dire, voilà, tiens, on peut faire ceci, on peut vous mettre une frange à tel endroit, vous couper un peu plus court, et il pouvait le monter en 3 dimensions. Donc vous voyez qu'il y a plein d'opportunités, plein de nouvelles façons d'exercer les métiers avec l'intelligence. Merci. Je crois qu'il y a une question là. Bonsoir. Donc, par rapport à ce que je retiens de cette conférence, c'est un petit peu l'intelligence artificielle par rapport à l'éthique. Dans l'éthique, on peut imaginer une éthique à double vitesse. Vous l'avez dit vous-même, pour alimenter une intelligence artificielle, il faut beaucoup de connaissances. Voilà. On parle de puissance de calcul.
Donc il y a peut-être des organismes, on va dire, qui vont être plus aptes à développer des intelligences artificielles plus puissantes que d'autres. On peut voir aussi que, selon Elon Musk, etc., les différents exemples que vous avez cités, une intelligence artificielle peut avoir la puissance de diriger certaines opinions ou de donner certaines informations dirigées, on va dire, par les personnes qui la conçoivent. Est-ce que, justement, dans cette rosace des vents numériques, on pourrait peut-être ajouter quelque chose qui viendrait atténuer, je dirais, certains pouvoirs liés à ce nouvel outil, et cet axe serait centralisation et décentralisation. Un peu à l'image, vous avez cité la blockchain, mais plus dans la relation à la confiance. Mais l'autre puissance de la blockchain, ce serait justement la décentralisation d'un certain pouvoir, et notamment de l'IA. Et sachant qu'il y a déjà des blockchains qui se développent sur l'IA, et du coup, voilà, je voulais votre point de vue là-dessus. Je vous remercie de votre question, mais je vais essayer de la reformuler. Alors, première chose, il y a toujours derrière les machines des hommes. Je crois que c'est Ray Bradbury à qui on demandait « Est-ce que vous avez peur des robots ?» Il disait « Non, j'ai peur de ceux qui sont derrière les robots. » Je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui. Et lorsque je parle de charité ensorcelée, c'est de cela dont je parle. Je parle de ces grands acteurs de l'Internet qui veulent se substituer aux États et qui veulent nous diriger, hein, et qui tiennent des discours. Alors là, justement, hein, servitude virtuelle, ça évoque Étienne de la Boétie. Vous avez des passages merveilleux d'Étienne de la Boétie où ils expliquent que, justement, hein, vous avez toujours ces grands personnages qui vous tiennent des discours pleins de bonnes intentions, mais qui, derrière, ont des stratégies qui sont extrêmement pernicieuses. Donc ça, c'est le premier point, et il faut l'avoir en tête. Ce ne sont jamais les machines, ce sont les personnes qui sont derrière les machines qu'il faut craindre, et ce sont les enjeux politiques qui sont majeurs avec le numérique. Il n'y a pas de fatalité, on est libre, hein, et le futur sera ce que nous en ferons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sont effectivement toutes les transformations liées au numérique. Alors, je les ai un peu évoquées, mais alors, bien sûr, j'ai fait ça en quelques minutes, hein, mais je l'ai beaucoup plus développé dans mon livre. Justement, lorsqu'on parle du on-vie, hein, je vous ai dit, on réécrit un certain nombre de notions qui font la trame du tissu social. Et parmi ces notions, vous vous souvenez, j'ai parlé de la confiance. Le lien entre les hommes. Et bien sûr, je pensais à la blockchain. Ça change totalement, puisque c'est que pendant des siècles, la blockchain était liée, alors soit à des personnes, soit à des institutions. Vous savez que dans l'Antiquité, lorsque vous aviez un testament, s'il était écrit, il était suspect, parce qu'il fallait qu'il y ait un témoin. Et il y avait d'ailleurs une image, une étymologie fallacieuse qui était utilisée. On rapprochait tester, témoigner de testis, les testicules, pour dire le caractère intime qu'il y avait entre la personne et la chose dont il témoignait. Avec le temps, ça a changé. Et on connaît encore la situation où c'est l'écrit qui atteste. Et puis ensuite, bien sûr, il y a des institutions. Et par exemple, pour la monnaie, il y a un hôtel des monnaies, etc. Les théoriciens de la blockchain, au départ, je ne sais pas si qui est extraordinaire, que je rappelle peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, ce sont des ingénieurs qui se prétendaient crypto-anarchistes, c'est-à-dire une anarchie fondée sur la cryptographie, qui permettait justement de se passer d'un pouvoir central pour qu'il y ait une confiance qui soit disséminée dans la société. Donc effectivement, ça fait partie de ces réécritures, je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'ai essayé de montrer ici. Alors c'est ce qui est passionnant, je trouve, avec le numérique, c'est qu'on a comme ça des notions qui sont vraiment très structurantes, qui se transforment. Mais en même temps, vous voyez bien que les conséquences politiques que ça peut avoir sont considérables, parce que la monnaie, par exemple, si vous lisez Michel Aglietta, qui est un théoricien de la monnaie, il dit c'est un condensé de confiance. La monnaie, maintenant, quand elle est fondée sur une blockchain, ça change totalement, parce que les États n'ont plus aucune part au cours de la monnaie. Et donc, la politique financière est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre sur la blockchain. Alors, est-ce que ça va? Voilà, j'espère avoir répondu. Oui, il y en a qui, par rapport à la blockchain, qui résument en disant code is law, mais justement, si on parle d'éthique, est-ce que pour une puissance telle que l'IA, au même titre que la monnaie, si
on peut considérer que l'IA entre de mauvaises mains, par exemple l'État chinois, peut avoir des effets néfastes sur la vie de tout un chacun. La monnaie entre de mauvaises mains peut avoir aussi certains effets néfastes. Voilà. Si on imprime trop de monnaie, qu'il y a trop d'inflation, d'évaluation de la monnaie, ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle la blockchain et Bitcoin a été créée, mais on peut imaginer aussi une IA basée sur la blockchain pour limiter le pouvoir de ces gens. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, il en va avec l'intelligence artificielle comme avec la langue d'Ésope. Vous connaissez la fable d'Ésope sur la langue? Non? Vous la connaissez pas? Alors, Ésope était un esclave extrêmement spirituel. Et son maître lui dit, voilà, j'ai des invités de marque, tu vas me faire le meilleur repas du monde, je te donne carte blanche. Ah, il dit, aucun problème. Donc, le jour arrive, et en entrée, il y a de la langue, ce qui n'est pas mauvais. En premier plat, il y a de la langue. Deuxième plat, il y a de la langue. En dessert, il y a de la langue. D'ailleurs, quand même, c'est monotone. Hein. Mais la langue, c'est la meilleure des choses. Parce que c'est avec la langue qu'on construit toutes les grandes institutions. Et la science, c'est lié à la langue. Alors, ça fait tout le monde. Et c'est monotone. Hein. Et alors, là, le maître lui dit, bah, écoute, la prochaine fois, tu vas nous faire le pire repas du monde. Parce qu'il se dit, ça va être variété, ça va être chatoyant, ça va être extraordinaire. Tous les mots du monde. Et donc, 15 jours après, on a les mêmes invités. Et là, Yves, en entrée, ils ont de la langue. En premier plat de la langue. Il dit, mais tu te moques du monde. En deuxième plat de la langue, ça va pas du tout. Et ça, il dit, mais oui, mais vous savez que la langue, c'est la pire des choses. Ouais, parce que c'est elle qui est responsable de la diffamation, du mensonge, de la guerre, etc. Et bien, je pense qu'il en va exactement de même avec ces technologies. C'est à la fois le meilleur et le pire. Et bien sûr, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est faisons en sorte que ce soit le meilleur. Mais bien sûr, des États totalitaires peuvent l'utiliser à mauvais escient, mais peut-être que des États démocratiques peuvent trouver des façons de l'utiliser qui seraient extrêmement positives et fructueuses pour l'ensemble des hommes de ce monde. Ça permet, bien sûr, de mieux soigner les gens, c'est utile dans la santé, on a vu que c'était utile. Ça peut être utile dans beaucoup de domaines, mais il faut être très vigilant. Et je crois que ce qui est important, justement, pour l'éthique, c'est pas simplement des règles. J'ai essayé de vous montrer sur le AI Act que les règles, elles sont toujours en dehors, parce que les règles, ça ne veut pas dire que la régulation soit inutile, mais ça veut dire qu'il y a une temporalité de la régulation, une temporalité du droit qui n'est pas celle de la technologie qui évolue. Dans le domaine des technologies numériques, les applications dépendent des modes d'appropriation. Et ceux-ci sont totalement imprévisibles. Et donc, il faut être vigilant. C'est ça, la leçon, c'est être capable d'être vigilant et être capable, si on se rend compte qu'une technique est mauvaise, la détruire. Proverbe qui dit « Prudence est mère de sûreté ». Voilà. Une dernière question, parce qu'on est déjà à 20h. Bonjour. Dans son livre Homo Deus, le philosophe et historien Yuval Noah Harari avance que dans un futur proche, Homo sapiens, grâce à la maîtrise du biologique, du numérique et de l'atomique, entre autres, passerait de Homo sapiens à Homo Deus. Alors, deux questions. Selon vous, la création d'une intelligence artificielle indépendante de l'homme est-elle possible? Et en deuxième question, est-ce que ce serait la singularité numérique qui ferait passer l'homme de sapiens à Deus? Merci. Alors, je crois que votre question est très intéressante parce que repose sur peut-être une confusion. Il y a deux choses. Il y a la singularité technologique, c'est-à-dire l'idée que les machines vont tout d'un coup s'animer d'une conscience, ou au contraire qu'on va pouvoir y transférer notre conscience. Je vais raconter une histoire tragique de Gabriel Neige et de sa maman qui s'est téléchargée. Mais ça, ce sont vraiment des fables. On examine de façon précise les arguments qui sont allégués, ils ne tiennent pas la route. De même, je l'ai évoqué très rapidement, mais l'Institut du futur de l'humanité raconte est hallucinant. Les théories de Nick Bostrom sur la superintelligence sont
absurdes. Et quelquefois, d'ailleurs, elles sont inquiétantes, parce qu'il a eu des positions eugénistes, il a eu aussi, aujourd'hui, des positions, ce qu'il appelle le long-termisme, l'altruisme efficace. Il nous dit ce qui importe, ce sont les millions de millions d'habitants qui vivront plus tard, et le risque, c'est que pour qu'elles vivent, il faut qu'elles aillent dans les autres planètes, il faut donc développer la technologie. Et donc, peu importe, au fond, que la Terre se détruise, mais il faut simplement que la technologie se développe. Le risque existentiel pour lui, c'est la fin de la technologie. Ça, pour vous dire, ça, ce sont des fables qui sont, d'un point de vue scientifique, pas fondées. Alors, l'idée de Harari est beaucoup plus judicieuse. Il vous dit, voilà, il se peut qu'un jour, les machines deviennent tellement efficaces que la machinerie sociale vous oblige à utiliser ces machines. Et donc, nous ne serons plus libres. Parce que si, par exemple, vous avez une machine qui fait un diagnostic médical mieux que tous les médecins, qui va prendre un diagnostic différent, les assurances sociales vont dire, mais pas compte, et puis ils vont lui faire un procès, etc. Donc c'est effectivement le danger est là. Et lui, il dit, les machines, elles vont s'améliorer, et de toute façon, elles vont en savoir beaucoup plus que nous, c'est-à-dire qu'il extrapole à partir des résultats que l'on connaît actuellement. Mais je crois que là où il exagère, c'est que d'abord, sur le cas du diagnostic médical, par exemple, l'activité du médecin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur un métier, c'est différentes tâches. Bien sûr, si par exemple vous avez un système qui vous fait du diagnostic de mélanome extrêmement bien à partir d'une tâche, mais il faut d'abord qu'il y ait eu un médecin qui ait repéré la lésion et qui ait eu l'idée d'utiliser cette technique. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait un médecin qui prenne en charge le mélanome, même si c'est déterminé de façon très, très exacte. Donc, tous ces métiers ne sont pas supprimés. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il laisse entendre que les machines vont s'améliorer et qu'elles vont être plus savantes que nous partout. Or, alors là, c'est intéressant de faire un peu d'épistémologie. Vous savez que la science n'évolue pas de façon linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des accumulations de savoir, ce qu'on appelle la science normale, si on reprend les termes de Thomas Kuhn, ce grand physicien, et puis il y a des moments de révolution scientifique. Les concepts qui sont utilisés en science se transforment, il y a des bouleversements. Or, les machines, aujourd'hui, elles partent d'un langage donné, et elles ne sont pas capables de procéder à ce qu'on appelle un changement de paradigme. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je vais vous donner un exemple, peut-être de façon plus claire. Travailler, justement, comme il s'en souvient peut-être, on a travaillé sur Claude Bernard. En plus, on est sur le quai Claude Bernard, ici, c'est ça. Claude Bernard a passé 20 ans de sa vie à étudier l'effet du curare. Très vite, il s'est rendu compte que le curare, ça paralysait la respiration, et donc il suffisait et il faisait ça sur un... Et donc il connaissait ça. Mais ensuite, sa question, c'était, qu'est-ce que ça fait le curare? Est-ce que ça paralyse le muscle ou est-ce que ça paralyse le nerf? Il a sacrifié un nombre incroyable de grenouilles, de lapins, de chiens pour essayer de savoir qu'est-ce que ça paralysait. Il n'y est pas arrivé. C'est qu'il plongeait le nerf dans le curare, et puis ça, ensuite il plongeait le muscle dans le curare, ça n'avait pas d'effet. Enfin bon, il ne comprenait pas. Et la raison, c'est parce que dans sa conception, il avait le nerf et le muscle, mais ce qui importe, c'est la plaque de jonction entre le nerf et le muscle, parce que c'est là où il y a les neurotransmetteurs. Aujourd'hui, on sait très bien, c'est ça qui est affecté par le curare. Vous voyez, comme il n'avait pas cette notion, il n'est pas arrivé à trouver une explication satisfaisante. C'est exactement ça avec les machines. Si elles n'ont pas les concepts nécessaires, elles sont bloquées. Donc c'est pour ça que, oui, la science continue à exister et les machines n'apprendront pas, elles ne seront pas plus savantes que nous. Je pense qu'il y a des hommes derrière les machines. Progresser la science, dans tous les domaines. Une belle conclusion. Belle conclusion. C'est avec Claude Bernard ici. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Voilà.